on va aborder notre deuxième rencontre de l'après-midi. Nous allons parler de transport et d'énergie du futur. Rencontre. Voilà, et pour cette rencontre, je reçois 3 chercheurs qui travaillent chaque jour dans leur laboratoire, chacun de leur côté d'ailleurs, pour innover et inventer le futur dans le domaine des énergies et des transports, en particulier d'ailleurs pour aller vers ce que l'on appelle la transition énergétique. Alors je vous les présente tout de suite. Il y a avec nous Pascal Anzieux, vous êtes enseignant, chercheur, spécialiste des questions d'énergie au CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. À côté de vous, Guillaume Pilat, vous êtes ingénieur spécialisé dans le domaine des moteurs à l'IFPEN, c'est l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Et à côté de vous, monsieur Fawzi Nachachibi, vous êtes responsable de l'unité, allez je vais le dire en français, robotique et transport intelligent, c'est pour vous éviter mon excellent accent anglais. Et vous êtes donc à l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. On va commencer par les énergies, si vous voulez bien, avec Pascal Anzieux. Comme on sait aujourd'hui que les énergies qu'on utilise sont ce qu'on appelle essentiellement fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, que ces énergies ne sont pas inépuisables, qu'en plus de ça, on sait qu'elles produisent notamment du CO2, ce qui n'est pas très bon pour l'effet de serre anthropique, comme on l'appelle, qui contribue au réchauffement climatique. Eh bien, il faut s'orienter vers d'autres types d'énergie qu'on appelle, elles, renouvelables. Voilà, alors ça peut être l'éolien, ça peut être la géothermie, la biomasse, le solaire. Et tout ça, alors, ça nous entraînerait vers ce que l'on appelle aujourd'hui le mix énergétique. C'est ça, c'est quoi la définition du mix énergétique? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que... On va monter votre micro. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez monter mon micro. Alors, je vais vous dire tout de suite qu'on va vous passer celui-ci. C'est Et gentil. celui-ci, on va le Et jeter. ça marche beaucoup mieux du coup. Donc effectivement, le mix énergétique, c'est une transition à partir des énergies fossiles que l'on consomme naturellement sur Terre aujourd'hui dans l'ensemble des pays. On est à peu près à 90%, il faut avoir ça en tête, hein, d'énergie fossile quand on fait le charbon, le gaz et le pétrole sur Terre, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France puisqu'on n'est qu'à 50%. On a réussi déjà une première partie de la transition, je dirais, ça fait déjà une quarantaine d'années, grâce à l'énergie nucléaire. En particulier, et à l'hydraulique aussi, bien sûr. Et donc, on a bien en tête qu'aujourd'hui, ces énergies fossiles vont s'épuiser, et on est déjà, je crois, malheureusement au pic de consommation, Ouais. et on va déjà légèrement vers la redescente. D'accord. C'est-à-dire, on voit déjà arriver le fait qu'il y a de moins en moins d'énergie disponible à un prix attractif. Et donc, il est vraiment urgent de changer les choses et de se tourner vers des énergies plus propres comme le solaire, l'éolien, peut-être un peu de géothermie qui est un peu plus dispersée dans le sol, Ouais. et puis peut-être le nucléaire aussi en fonction de l'acceptation que le public peut en Quand avoir. fait le public, parce que ça, c'est encore un autre débat. Mais on sait que le problème de l'énergie et du mix énergétique, ce n'est pas un problème français, c'est un problème planétaire. Quand on parle de mix énergétique, aujourd'hui, au niveau mondial, est-ce qu'on peut avoir une idée du pourcentage entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables? Ah oui, c'est assez facile parce que les énergies fossiles, ça va faire 80 à 85% 85% encore d'énergie oui, fossile sur la de planète. l'énergie utilisée sur la planète. Vous avez à peu près 5% de nucléaire, je vais faire simple, hein, Ouais. et puis 5% d'énergie dite renouvelable, qui est essentiellement d'ailleurs aujourd'hui de l'hydraulique et du bois. Le bois ou son équivalent que l'on peut brûler dans les cheminées pour se chauffer, par exemple. D'accord, Et 85% au niveau de la planète. et puis, si on veut parler des énergies renouvelables telles qu'on en parle aujourd'hui en France, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, c'est quelque chose de quasiment inexistant. On va être à 0,1% dans le monde en moyenne. D'accord. Le solaire et l'éolien dont on parle si souvent. Oui, En c'est-à-dire fait, le les renouvelable- panneaux solaires et les éoliennes qui tournent en Ouais. fonction du vent pour nous fournir de l'électricité. C'est Ça veut quelque dire que le chose qui renouvelable, n'est dans le monde, ça n'est quasiment pas développé aujourd'hui. le renouvelable, c'est l'hydraulique surtout. Le renouvelable, c'est l'hydraulique et c'est le bois si les forêts sont bien gérées. D'accord. En France, rappelez-nous alors notre mix énergétique, on est comment? Parce qu'en France, on est un peu particulier, on a quand même du nucléaire.
Alors, est-ce qu'on le met dans le fossile? Est-ce qu'on ne le met pas dans le fossile? Ah, Parce que l'uranium n'est pas inépuisable. L'uranium n'est pas inépuisable. On pourrait, en fonction des technologies, quand même le faire durer 5 à 10 000 ans, ce qui est déjà quand même laisse le temps de voir venir les autres formes d'énergie et le développement de nos technologies, les investissements qu'on peut faire dedans. Mais donc aujourd'hui en France, on a en gros 50% d'énergie relativement propre qui est une grosse part de nucléaire et une part d'hydraulique. Ouais. Voilà. Et puis une petite part de ces fameuses énergies dites renouvelables et nouvelles qui ont tendance à se développer, un rythme assez rapide, mais qui démarre de si bas que c'est encore relativement très très faible dans notre production. Et puis on a une autre moitié qui sont principalement du pétrole et du gaz. On n'a quasiment plus de charbon en France. On D'accord. n'utilise plus de charbon. Mais justement, sur l'éolien, le solaire, quel est notre potentiel, nos capacités à venir? On a beaucoup de côtes, on a de la chance. Est-ce qu'on ne peut eh pas bien, installer des champs d'éoliennes, des champs Oui, bien sûr, avec des éoliennes potentiellement, vous le voyez quand vous passez sur les autoroutes au sud en descendant de Paris, par exemple, vous voyez ces éoliennes qui sont dans les champs cultivés. Donc on pourrait imaginer de remplir nos champs en France à condition que les gens soient d'accord pour le faire et à condition qu'on ait l'argent pour investir, parce que ça coûte évidemment d'investir toutes ces éoliennes, de creuser les tranchées pour les raccorder avec des fils électriques et puis de les maintenir régulièrement quand elles tombent en panne. D'accord. Mais c'est tout à fait faisable. D'accord, mais quel Potentiellement. est le potentiel de développement de l'éolien c'est difficile à dire, parce que ce sont des choix politiques aussi. Oui, mais alors c'est classiquement des choix politiques parce qu'il y a un problème d'investissement. Il faut mettre de l'argent au début et il faut changer les habitudes. Et ça c'est quelque chose qui n'est jamais très facile. Donc D'accord. il y a un potentiel. On pourrait imaginer, il y a déjà eu des études, là, il y a des agences officielles en France qui ont fait des études pour faire du 100% éolien, par exemple. Ouais. Alors sur le papier, ça marche. Ouais. Mais ça marche parce que je crois qu'on ne connaît pas encore toutes les difficultés auxquelles on sera confronté le jour où on aura quasiment que de l'éolien, par exemple. C'est une chose d'avoir quelques éoliennes comme ça à droite à gauche, Ouais. et c'est autre chose après de se baser sur l'éolien pour fournir notre électricité. D'accord, je le précise parce qu'on a vu quelques images tout à l'heure qu'il y a une très très belle maquette sur le mix énergétique, d'ailleurs qui est présentée ici par le CEA et par l'IFPEN et qui est très intéressant. On en a vu quelques images. Alors on parlait de la production, il faut parler des consommateurs parce qu'on est tous consommateurs. Donc déjà il faut qu'on se calme peut-être un petit peu sur nos consommations. Et si on prend les villes, parce qu'on sait que dans l'avenir, ce sont les villes qui vont énormément se développer. Peut-être que d'ici 30 ans, ce sera 70% de la population mondiale. Dans les villes, qu'est-ce qui est le plus énergivore? Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie? Alors, c'est assez simple. Il y a deux facteurs de consommation d'énergie dans les villes et on y contribue tous. Le premier facteur, c'est quand on habite chez soi. Eh bien, en général, on se chauffe quand il fait froid. Éventuellement, d'ailleurs, on refroidit quand il fait chaud. Ouais. C'est une tendance qui va à la hausse aussi. Et puis, on s'éclaire, on chauffe la nourriture. On a un frigo qui marche quasiment en permanence. On a donc un tas de machines électriques qui vont fonctionner en plus du chauffage. Le chauffage est le principal, sujet de consommation chez soi. Donc l'avenir, c'est quand même d'avoir des habitats qui sont très isolés. Et ça, on sait faire aujourd'hui. Ce qu'on appelle des maisons à énergie positive éventuellement. Oui, alors à énergie positive, c'est le max du max. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait produire dans ces maisons un petit surplus d'énergie qu'on pourrait utiliser pour d'autres. Mais aujourd'hui, on sait tout à fait, et c'est la réglementation thermique officielle, quand on construit du neuf aujourd'hui, on a quelque chose qui est proche du zéro énergie. C'est-à-dire quelque chose qui, globalement en France, ne consomme pas d'énergie. Entre l'énergie qu'on va recevoir de l'extérieur, le soleil à travers les fenêtres, par exemple, si c'est bien géré, on peut éviter quasiment d'avoir à chauffer une maison aujourd'hui. Une maison neuve construite avec les règles. Et surtout économiquement accessible. Alors, économiquement accessible, oui, bien sûr, ça coûte forcément un peu plus cher que les constructions anciennes. Et puis, on voit bien la difficulté, c'est que si vous êtes dans une ville comme Paris, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez raser tous les bâtiments existants pour les remplacer? Ça n'est pas envisageable. Donc, ça viendra très progressivement.
D'accord. Merci pour déjà nous resituer notre consommation d'énergie de façon générale. On pourrait parler des voitures aussi, Guillaume Pilat, parce que évidemment on roule essentiellement avec de l'essence, avec du pétrole. Tout On à sait fait. que ça contribue à la pollution et surtout à la production de gaz à effet de serre. Tout Mais à on fait. sait aujourd'hui, regardez de plus en plus qu'on peut rouler avec des voitures électriques. Alors si je vous donnais une baguette magique et si je vous disais pourquoi on ne roule pas tous avec des voitures électriques, ce serait possible ou pas? Alors, ça serait très très difficile à réaliser dans un temps très court. À l'heure actuelle, ce qu'on projette, c'est d'ici 2030 d'avoir 10 à 20% de véhicules complètement électriques ou électrifiés, type véhicule hybride, qu'on commence déjà à avoir dans la... D'ici 2030. D'ici 2030, ça sera... Alors, c'est au niveau planétaire. Il faut savoir que, par exemple, en Europe, on est un peu plus en avance. Ouais. Donc, ces chiffres sont un peu plus élevés au niveau de l'Europe, mais sur les pays émergents, on roule encore beaucoup au Mais en moteur. Europe, ce qu'on on peut appelle avoir une moteur idée, en thermique. France, par exemple, hein, la proportion. Alors en France, les chiffres, je les ai pas, Ouais. je les ai pas en tête. Mais effectivement, ça sera un peu accéléré. Mais cette transition, de toute façon, elle doit être très longue, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un véhicule, une voiture, un moteur, c'est en fait un convertisseur d'énergie. C'est-à-dire qu'on a du carburant, donc du pétrole, du gaz, de l'essence, du diesel, et on va convertir cette énergie chimique en énergie mécanique. D'accord. Et donc en fait, le pétrole, l'énergie fossile n'est qu'un vecteur de support, vecteur de transport d'énergie. Et si on passe au véhicule électrique, il va falloir produire cette électricité. Oui. Et en fait, si on bascule tout le parc de véhicules qui existent à l'heure actuelle et qu'on se dit on va utiliser que des véhicules électriques, cette électricité, il va falloir la produire. Ouais, Et à alors l'heure si on actuelle- produit de l'électricité en brûlant du charbon dans les centrales, ça sert à Tout à rien. fait, parce que le moyen pour répondre à cette production d'électricité à court terme, ça serait de réactiver ou de construire de nouvelles centrales à charbon. Mais ça, curieusement, c'est pas simple comme ça, mais c'est une idée qu'il faut bien faire comprendre. C'est quand on se dit, ma voiture électrique, c'est bien, elle est écologique, elle protège l'environnement, mais tout dépend de la source de l'électricité. Exactement. Et en plus, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau du véhicule, il y a vraiment deux notions. Il y a d'un côté les émissions polluantes, par exemple ce qu'on appelle les suies, les particules, les oxydes d'azote aussi, qui sont très importants comme polluants. Et puis de l'autre côté, il y a on parle de CO2, de gaz à effet de serre, et ça c'est directement lié à la consommation. Et alors effectivement, un véhicule électrique, le véhicule lui-même ne rejette pas de particules ou d'oxyde d'azote, puisque ça c'est lié au phénomène de combustion qu'on a dans un moteur thermique. Par contre, cette électricité qui est à bord, elle a été produite. Et celle-là, elle a un coût en termes de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc Bien en fait, sûr. on dit un véhicule, quand on parle de véhicule zéro émission, alors oui, le véhicule lui-même, mais c'est tout un écosystème. Et en amont, la production de cette électricité a nécessité des émissions de CO2. Et c'est toute la chaîne énergétique qu'il faut analyser pour voir le gain qu'on va avoir en émissions polluantes et en dégagement de CO2. Donc, qu'on le veuille ou non, les moteurs thermiques ont encore quelques beaux jours devant, Alors, les moteurs devant eux, thermiques- ce qui veut dire que la recherche continue sur les moteurs Alors oui, thermiques dans le but d'améliorer ce que vous disiez tout à l'heure, leur rendement. Tout à fait. En fait, à l'heure actuelle, le rendement d'un moteur thermique, on se situe, alors suivant qu'on ait de l'essence ou du diesel, c'est pas exactement les mêmes chiffres, mais voilà, on est autour de 30 à 40% de rendement. Donc ça veut dire que, Expliquez-nous, c'est intéressant. alors ça veut dire qu'en fait, quand on met notre carburant, on a 100% d'énergie disponible, mais quand on va le faire brûler, on va avoir des pertes un peu partout. Donc j'ai 100% d'énergie disponible dans mon réservoir de mais voiture. finalement, on n'en convertit que 30%, voire moins, directement en force propulsive sur les roues. On perd 70%. On perd 70%, on peut perdre plus. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'optimiser justement ce rendement et d'aller chercher une meilleure efficacité énergétique sur les moteurs. Et on a des perspectives sur un moteur essence ou un moteur diesel. Sur un moteur essence, on projette d'être capable de réaliser des améliorations de 20%. Ah d'accord, moteur, donc c'est encore d'arriver possible. à des pertes simplement de 50%. Par exemple. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on vise. c'est C'est ça ce qu'on vise à 10, 15, 20 ans, donc à une échelle de temps, on va dire, réaliste, et une échelle de temps à laquelle on sait que les moteurs thermiques et les véhicules thermiques seront encore majoritaires à l'échelle de la planète. Et sans être trop technique, à quel niveau on intervient sur la voiture entre le réservoir et les roues? Alors en fait, il y a deux possibilités. Soit c'est directement dans le moteur, là où on a le piston qui se déplace, et sur la combustion, on va chercher à optimiser ce phénomène de combustion, ou soit après en récupération. C'est-à-dire que comme on sait qu'on a des pertes, soit on peut réduire les pertes, soit on peut se dire ces pertes, je vais essayer de les récupérer. Par On exemple, à le fait l'échappement. déjà en fait avec les voitures hybrides. Exactement, c'est ce qu'on fait. Mais il y a, sur l'aspect thermique, il y a aussi moyen de récupérer par exemple le gaz d'échappement qui est chaud. Cette chaleur, elle contient donc de l'énergie et on peut essayer de la récupérer. On a des actions là-dessus pour récupérer cette énergie, pour récupérer toutes ces pertes
une fois qu'elles sont perdues, en fait, non, essayer de les récupérer par d'autres biais. D'accord, donc ça c'est pour le rendement, mais on sait aussi que les moteurs thermiques posent un petit problème, c'est qu'au-delà du CO2, ils émettent aussi de l'oxyde d'azote Oui. et des particules. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alors en fait, là-dessus, donc en cherchant à optimiser nos moteurs, on va chercher à les optimiser en rendement, mais aussi on travaille beaucoup sur la contrainte des normes qui sont donc éditées par les États et qui évoluent tous les ans, qui sont de plus en plus contraignantes et donc qui permettent de réduire ces émissions polluantes au niveau des véhicules. On travaille sous ces contraintes-là pour viser des émissions de plus en plus faibles, autant au niveau des suies qu'au niveau des oxydes d'azote. On ne va pas rentrer parce que ce serait trop long dans l'affaire Volkswagen, Non. mais nous en tant que consommateurs quand même, il faut qu'on y croit. Mais il y a un problème de normes quand même qui s'est posé. Alors il y a un problème de normes, qui s'est posé. Je ne vais pas rentrer dans l'affaire Volkswagen ou ces choses-là. Par contre, sur les normes, il y a quelque chose de très intéressant à préciser, c'est que en fait, les normes, elles datent du début des années 90, mais pour faire une norme sur un véhicule, il faut pouvoir être capable d'évaluer un véhicule et pour comparer deux véhicules. Et pour ça, en fait, on ne peut pas avoir deux conducteurs différents. Ouais. Parce qu'on aurait deux manières de conduire différentes et donc deux résultats différents. Donc, pour ça, on est obligé de réaliser une norme et d'avoir ce qu'on appelle un profil de conduite. Donc, c'est une machine qui va conduire le véhicule. Ou plutôt, on va poser le véhicule sur une machine qui va la faire rouler. D'accord. Et donc ça va permettre de comparer les véhicules. Et on établit comme ça ce qu'on appelle un profil de vitesse, donc un profil de conduite. J'accélère, je freine, je ralentis. Et en fait, ces profils-là, ils datent des années 70. Ah ouais. Et les normes, depuis sont calées sur ces modèles de conduite. Donc les normes ont évolué, mais sur ces modèles de conduite. Donc ça, c'est un aspect qui va changer dès l'année prochaine, puisque les modèles de conduite vont être revus. Alors, juste par rapport à l'affaire Volkswagen, en fait, ce n'est pas l'affaire Volkswagen qui a amené les réflexions sur ce modèle de conduite, puisque ça fait 10-15 ans que les constructeurs, les organismes de recherche et les États travaillent ensemble pour redéfinir le cadre de ces normes et ces profils de vitesse pour les rendre plus réalistes. Donc on va avoir des évaluations de véhicules qui seront faites sur un cycle plus réaliste, sur un profil de vitesse plus réaliste, et aussi avec des conduites des cas tests en conduite réelle, ce qu'on appelle les cycles RDE. Et donc les normes vont évoluer, les normes évoluent, et là on va faire évoluer le cadre de normes qui va permettre d'évaluer plus précisément les véhicules de manière plus réaliste par rapport à la manière dont D'accord. on conduit. Pour conclure, peut-être sur cette partie, on peut dire que vous, avec l'IFPEN, vous développez une application pour justement avoir une meilleure conduite. Alors on développe une application depuis 2014. En fait, c'est une application qui s'appelle GECO, une application gratuite qui est téléchargeable sur son téléphone. Ouais. Et en fait, cette application, donc la première version qui date de 2014, permet d'améliorer sa conduite ayant pour but de réduire sa consommation de carburant, donc les émissions de CO2. Okay. Donc là, ça aide le conducteur, ça lui donne des petites consignes, ça lui dit de freiner plus comme ça. Donc je peux conduire avec votre application en regardant mon application comme ça. Il faut poser le téléphone sur le porte-téléphone qu'on a sur le véhicule, mais et là, ça aide à la conduite. Ça aide à la conduite, et il y a une deuxième application qui va sortir à la fin de l'année qui, elle, vise à sensibiliser les conducteurs aux émissions polluantes. Donc là, c'est plutôt orienté suie et oxyde d'azote, pour leur expliquer, en fonction de leur manière de conduire, qu'ils émettent plus ou moins de trucs. Donc des aides à la conduite sur la consommation et les polluants. Très bien. Fawzi Nachashibi, vous travaillez sur la voiture du futur, mais alors telle qu'on peut l'imaginer dans les films de science-fiction, c'est-à-dire la voiture qui pourrait se conduire toute seule, qui pourrait nous emmener toute seule quelque part. Le but de ce travail, c'est moins les économies d'énergie que la fluidité peut-être du trafic ou peut-être la sécurité. Alors absolument, le premier objectif, c'est d'améliorer la sécurité à bord, ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de morts sur les routes par an dans le monde. Et l'un des premiers objectifs, c'est de réduire les accidents mortels, voire la gravité des accidents. Vous voulez dire que grâce à l'informatique, à la programmation, aux capteurs, etc., les voitures seront plus sûres qu'avec des êtres humains ? Oui, il faut croire que plus de 90% des accidents sont causés par le conducteur, pas par la machine, forcément. Donc on pense qu'en intégrant une intelligence artificielle à bord, qui va prendre en charge le traitement des données, l'analyse de la situation routière, qu'on pourrait améliorer en tout cas ce côté-là, qui est la sécurité routière. Mais on peut également gagner en termes de réduction d'émissions, puisqu'on va pouvoir peut-être adapter le profil de conduite
Ah de oui. manière à ce qu'on consomme de moins en moins Bien sûr. et qu'on émette moins de gaz. Le chauffeur virtuel, normalement, devrait avoir une parfaite conduite pour moins consommer. Voilà. D'accord. Alors vous, avec l'INRIA, vous travaillez sur ces voitures, sur ces cybercars, ça marche aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes installé à Rocancourt, vous avez des terrains d'essai. Ça existe aujourd'hui, la voiture qui pourrait me promener n'importe où sans chauffeur. Je m'installe à côté et j'attends, comme ça Alors, je me fais. ça existe, mais ça existe aussi sous certaines conditions. Parce qu'un véhicule aujourd'hui a beaucoup de mal à analyser comme l'être humain la situation routière. Nous sommes capables en une fraction de seconde de voir les panneaux, de voir les gens, d'analyser le comportement des gens, de regarder les lignes blanches, les barrières, les passages à niveau, etc., etc. Et ça, une machine, pour l'instant, avec les capteurs existants et avec l'intelligence existante, un véhicule a du mal à faire cette analyse. Ce n'est pas une question de traitement, c'est une question vraiment d'intelligence, de programme, donc d'algorithme, d'intelligence artificielle. En revanche, sous certaines conditions, si on peut par exemple imaginer que l'infrastructure soit coopérante, C'est-à-dire qu'il faut installer des routes spécialement pour ça, alors. ou tout simplement Environnement. des voies dédiées, par exemple. D'accord. On peut imaginer que sous certaines conditions, qu'on soit capable de réaliser le véhicule autonome qui, en même temps, rendra service. Parce qu'avant tout, il faut imaginer que le véhicule autonome doit rendre service à la société. Il faut que ça réponde à un besoin. Or, le besoin aujourd'hui, ce n'est pas forcément que mon véhicule personnel soit autonome à tout moment, dans toutes conditions. Mais il peut être mixte. Il peut être absolument dual, oui, tout à fait mixte, c'est-à-dire qu'ils prennent la main lorsque c'est nécessaire, ou soit par exemple parce que c'est dans une situation grave, ou alors parce que c'est plus confortable pour moi, et qu'ils me redonnent la main quand j'ai besoin ou lorsque c'est nécessaire. D'accord. C'est déjà, on va vers ça un petit peu quand on est sur l'autoroute, on appuie plus sur la voiture, on se met le régulateur, etc. Voilà. Il n'est pas question de dormir, mais quasiment si on gardait un contact avec le volant, un peu comme dans les TGV, on pourrait laisser la main complètement à la voiture. Je rêve de ça. Je rêve de faire un Paris-Lyon en autonome pour m'éviter de faire des choses qui ne sont absolument pas intéressantes aujourd'hui. C'est de regarder, de tenir un volant, rester concentré. Ça n'a rien d'excitant. Il vaut mieux avoir un véhicule qui soit doté de toute l'intelligence qui permette de conduire le maximum sur une ligne droite, parce que finalement, les autoroutes, c'est quand même assez simple pour un véhicule autonome, et qu'à la fin, qu'il me rende la main quand j'arrive à destination pour utiliser ma voiture, aller faire mes visites, etc. Bon, mais si je vous comprends bien, pour résumer, ça veut dire que votre voiture intelligente aujourd'hui, elle peut exister, mais il faut développer son environnement, il faut développer des voies particulières, c'est ça la question essentielle? Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, il faut que l'infrastructure et l'environnement soient coopératifs. Mais on peut imaginer que dans une vingtaine, une trentaine d'années, qu'on se débarrasse petit à petit de cette contrainte. D'accord. Voilà. Ok. D'où la nécessité que le véhicule soit également connecté. Et une chose, on a parlé de différents projets, le projet Vallée, il y a eu Cibus à La Rochelle aussi. Oui. C'était des expériences qu'on marchait dans la ville. Oui, c'est vrai. Alors, ça s'est passé comment? Voilà. Alors, à La Rochelle, en 2011, c'est ce qu'on voit à l'écran en ce moment, il y a eu la première fois un déploiement de navettes automatisées dans un environnement mixte, c'est-à-dire que vous pouvez interagir avec les véhicules, avec les piétons, dans un quartier normal. Et pour cela, nous avons été donc amenés à développer ces navettes automatisées, ces navettes électriques d'ailleurs, propres, qui circulent de manière autonome. Vous voyez, il n'y a pas de... Mais vous avez dû aménager les voies autour? Absolument pas. C'est justement, voilà, comme vous voyez, c'est dans les rues, dans un quartier de la ville de La Rochelle. Nous avions juste exigé qu'on ait la priorité, ne serait-ce que parce que le véhicule roule à 20 km/h. Oui. C'est pour Et là, on voit qu'il vient de s'arrêter devant un piéton qui traverse. C'est un capteur qui permet de voir. C'est le télémètre laser ou la caméra que nous avons mis dans le véhicule qui détecte les gens, les objets, les obstacles et qui s'arrête en cas de besoin. D'accord, donc ça fonctionne. Alors ça fonctionne, encore une fois, et c'est même un cas d'usage très intéressant parce qu'il nous permet de faire un système de transport à la demande, ne serait-ce que dans des quartiers où il y a une très faible demande, ou au contraire dans des campus universitaires, dans des complexes industriels,
où au lieu de faire circuler des véhicules, on peut faire circuler des navettes automatisées à la demande. Vous demandez un véhicule, il vient vous chercher et vous emmenez où vous voulez. Donc, est-ce que ça veut dire que l'expérience qu'on vient de voir en image, là, elle pourrait se reproduire aujourd'hui? On aurait tous les atouts pour la reproduire dans différentes villes? Alors non seulement c'est possible, aujourd'hui dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle City Mobile 2, nous avons mené des expériences similaires dans plusieurs villes européennes. Et Oui. qui dit plusieurs villes avec topologies différentes, populations différentes, etc. Et des véhicules ont circulé pendant plusieurs mois, allant jusqu'à 6 mois, dans une ville comme Trikala en Grèce, comme Lausanne, comme Oristano en Italie. D'accord, qu'est-ce qui manque pour le développer et étendre un peu plus ces projets? Alors, ce qu'il faut, c'est simplement avoir un vrai modèle économique, une vraie demande des gens, de la population. Alors, on constate que la population demande ce genre de système parce que ça rend service, effectivement. Et il faut trouver les investisseurs, il faut il faut que la ville, les pouvoirs publics aussi adhèrent. Et puis aussi, surtout, il faut que la réglementation change. Parce que d'un point de vue légal, aujourd'hui, mettre en circulation un véhicule autonome, c'est interdit. Ah oui, exactement, pour les problèmes de responsabilité, Voilà. notamment Et par puis, rapport aux il y a piétons. d'autres problèmes, D'accord. bien sûr, qui se posent. Comment assurer la maintenance? Comment être sûr qu'il n'y ait pas de situation de monopole? Ouais, bien sûr. Et ainsi de suite. Comment certifier? Eh ben, très bien, mais on y voit déjà un petit peu plus clair sur le futur. Vous vouliez dire un dernier mot? On est un tout petit peu en retard parce qu'on doit prendre un duplex. Allez-y. Ouais, je pense que c'est intéressant de savoir que si on voulait que tous les véhicules soient électrifiés en France et qu'on remplace le pétrole qu'on utilise dans nos voitures par des véhicules électriques, une image simplement, il faudrait doubler le parc nucléaire. Donc vous voyez que la difficulté que ça peut faire, Ouais. à la fois industrielle. Alors on doublait le parc nucléaire ou multiplier par un facteur 1000 ou 10 000 le parc éolien par exemple. Ouais. Donc vous voyez la difficulté qu'on a, il faut s'y mettre. Il faut ne faut pas oublier le point de départ, qu'il faut produire tout le temps de l'énergie. Voilà. Merci.